Salut à tous et bienvenue dans un nouvel opus de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Seb. Moi c'est Yann. Et aujourd'hui on parle de La lettre inachevée. Camarade Sébastien, comment vas-tu? Camarade Yannick, bien et toi? Très bien, da. Alors, on est parti du ghetto. Ouais. Et on est parti en URSS. Dans la taïga sibérienne pour être précis. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous rappeler de quel film on va parler et nous faire la petite fiche? Aujourd'hui on va parler de La lettre inachevée. Donc un film de 1960, un film soviétique, réalisé par Mikhail Kalatozov, avec la photographie de Sergueï Ouroussevski. Ça sera d'ailleurs leur deuxième collaboration à ces deux hommes. La première étant le film Quand passent les cigognes, 2 ans plus tôt. Et leur troisième film sera 5 ans plus tard, Soy Kuba, qui sont 2 très grands monuments du cinéma soviétique. J'imagine que tu les as vus donc. Donc oui, j'ai vu Soy Kuba, mais je n'ai pas vu Quand passent les cigognes, et il faudrait d'ailleurs que je le regarde, puisque à l'intérieur de ce film, il y a aussi l'actrice Tatiana Somailova qui interprète dans le film d'aujourd'hui Tania. On a également l'acteur Innokenti Smoktunovski, très très difficile à dire, qui interprète Konstantin Sabinine, qui est le maître d'expédition. Nous avons également Vassili Livanov, qui interprète le personnage de Andrei. Et enfin, Evgeny Urubansky, qui interprète Sergueï Stepanovitch. Donc, c'est à peu près tout, puisque le film se focalise sur ces 4 personnages tout du long. On a aussi une intervention d'un autre personnage qui apparaît en rêve ou en souvenir, qui est le personnage de Vera, la femme de Constantin, interprétée par Galina Kojakina. C'est bon, man, tu peux arrêter de parler russe. C'était super chaud. Non, moi je veux le nom du mec qui vient le chercher en hélicoptère à la fin. Alors, j'ai pas le nom de ce monsieur. Très bien. La musique, on veut la musique. Le compositeur du film, c'est Nikolai Krioukov. On va en parler de la musique peut-être dans le film. Certainement. Et voilà, ma première question, avant d'attaquer le vif du sujet, et je connais à mon avis déjà la réponse, camarade Yannick, oui. As-tu déjà vu un film russe ou un film soviétique? Je ne crois pas. Non? Non, pas que je sache. D'accord. Peut-être que j'en ai vu un sans savoir. Du coup, ma deuxième question, est-ce que c'est quelque chose qui t'a paru, alors étranger j'imagine, mais qui sort un peu du cinéma classique que tu as pu rencontrer, qu'on a pu découvrir tout au long de nos vies? Totalement. Ouais. Ouais, bah, déjà, je m'attendais pas à ça. Ouais. Alors, moi, j'imagine. Alors, je suis désolé, je vais peut-être dire un truc tout pourri. mais je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose de plus confiné, déjà. Je pensais que ça allait être à l'intérieur. D'accord. Et je sais pas pourquoi, je voyais ça comme. Genre, ça allait être un mec en Marcel qui a une vie très retranchée. Je sais pas pourquoi, un cliché, quoi. Alors, je sais pas si tu te rappelles de Ouverture facile. Oui, je me rappelle très bien. Donc c'était pour expliquer à ceux qui sont peut-être trop jeunes pour connaître ou qui n'ont pas connu. C'était un genre de site d'énigmes. Ouais. Et fallait passer d'une page à l'autre et fallait toujours trouver la réponse de l'énigme pour avancer. Et à un moment donné, il y a une vidéo, je sais pas si tu te rappelles, il y a une vidéo et je sais que c'était allemand. Oui. Mais je sais pas, quand on parle de cinéma soviétique, j'ai cette image qui me vient d'un truc d'horreur un peu. Quelque chose d'assez brut, de décoffrage. De glauque, quoi. Ok. Voilà, je voyais du glauque. Et c'était pas ça du tout. Pas du tout. Et j'étais très surpris. On n'est absolument pas confiné du tout. Non. Puisqu'il n'y a aucune scène intérieure. Oui. Il y en a juste une dans un souvenir. Tout à fait. Ça s'arrête là. Sinon, tout le reste, c'est dans des paysages relativement spacieux, désertiques. Très spacieux, ouais. Et on en parlera surtout par rapport au cadrage de tout ça. Je trouve que c'est très intéressant. On a une vraie impression de grandeur, quoi. Ouais. Bon, après, d'immensité. Pour revenir à la question que je t'ai posée là juste avant, c'est quand même un film, alors particulier, c'est peut-être pas le mot, mais c'est un film qui a énormément fait parler de lui. C'est un pionnier dans le genre esthétique ou... Alors, c'est assez intéressant. J'ai lu un truc par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent de films comme Aguirre, la colère de Dieu, qui est un film allemand de Werner Herzog, avec Klaus Kinski. C'est un mec avec un Marcel dans un... Absolument pas. C'est un mec qui a bien en conquistador du côté de l'Amazonie. Ok. Et en fait, il y a beaucoup de films comme ça. Il y a aussi Laurence d'Arabie. Il y a tous ces films où l'action se passe dans un paysage extrêmement fort visuellement et assez hostile d'une certaine manière.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent là-bas, c'est très particulier, que ce soit dans les déserts ou que ce soit dans l'Amazonie. C'est dur de vivre quelque chose. Et ce sont des films qui te montrent que les personnages luttent dans ces lieux-là. Peut-être moi, dans Laurence d'Arabie, j'ai plus les autres films en tête, mais je pense notamment à Aguirre, la colère de Dieu, où effectivement, on voit l'évolution des personnages dans ce lieu où c'est dur pour eux d'avancer. Ça a été, au niveau de la réalisation, aussi quelque chose de compliqué, tant pour les acteurs que pour les équipes techniques. Tu parles de ce film-là ? Je parle de Aguirre, la colère de Dieu. Et ok. en fait, dans l'article que j'ai lu, il parlait de Sorcerer aussi, de Friedkin, remake du Salaire de la peur, un film français, où ça a été aussi très compliqué, la réalisation de ces films-là, parce qu'ils sont vraiment sur des territoires particuliers. Mais l'article était intéressant parce qu'il disait que La lettre inachevée, justement, c'est un film qui est un peu oublié. D'accord. En plus de ça, c'est justement, on parlait d'une trilogie entre le réalisateur et le chef opérateur de ce film. Ouais. Celui-ci, c'est leur deuxième. C'est le moins connu des trois, même si c'est quand même trois monstres. Celui-ci passe un petit peu en dessous. Donc c'est un film qu'on met un petit peu de côté, alors que effectivement, le décor qu'il montre et les épreuves qu'ont engendré les acteurs et les équipes techniques pour réaliser ce film, ça a été compliqué. Costaud. Je vais parler de quelques anecdotes un peu plus tard. Très bien. Mais alors, est-ce que c'est un pionnier ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un film, oui, qui a marqué justement l'accomplissement d'un film dans un paysage où c'était pas déjà C'était pas commun gagné. et c'était pas facile à faire. Très bien. Et donc, camarade Yannick, Oui. la question tant attendue, est-ce que tu as aimé regarder ce film ? Alors, je tiens à te dire que c'était un moment exceptionnel. Ouais. C'était génial. Ouais. J'ai adoré. Ouais. Esthétiquement, je la pense bombe. que c'est le plus beau film en noir et blanc que j'ai jamais vu. Et j'espère t'en montrer d'autres, parce que c'est ça aussi qui est particulier. Je vais parler à un moment donné des films noirs et blancs, parce que on a beaucoup d'a priori quand on dit oui, les films en noir et blanc, c'est des vieux films. Alors, pour une grande majorité, c'est le cas, la couleur n'existait pas encore. Et forcément, quand on parle de vieux films, on se dit ça va être chiant. Vieille technique. Ouais, vieille technique, Ouais. c'est pas top. On n'a plus l'habitude de voir des films comme ça. Et ça, on va y revenir aussi un petit peu plus tard, notamment en faisant le parallèle avec les films d'aujourd'hui. Mais les films en noir et blanc, justement, le fait d'enlever la couleur à ces films-là, t'es obligé de calibrer ton film pour qu'il soit le plus beau possible. C'est sûr. C'est maladroit de dire ce que je viens de dire, mais le fait d'avoir de la couleur, tu peux jouer justement sur différentes nuances, ça va donner une jolie image. Que tu aies des jolies couleurs, que tu aies de jolis motifs. La couleur fait ressortir beaucoup de choses. Le fait de ne pas en avoir, tu recentres en fait la beauté de l'image sur autre chose. Oui, mais là, sur des cadrages, sur de la profondeur de champ, sur des flous, sur des gros plans. Tu joues autre chose. Et si on va encore un peu plus loin, le cinéma muet était encore plus beau, on va dire, parce que justement, tu enlevais aussi le calque de l'audio. Le fait de suivre un film avec des gens qui parlent, tu as ton attention qui est focalisée à la fois sur l'image et sur ce que les gens racontent. T'enlèves l'audio, tu fais le focus uniquement sur le visuel. C'est trop de contraintes, là. C'est exactement. Alors, je dirais pas que c'est trop de contraintes, mais du coup, on va dire que les gens prenaient un grand soin à rendre l'image esthétiquement jolie, agréable à regarder, qui est quelque chose. Moi, j'aime beaucoup le cinéma muet pour cette raison-là, parce que visuellement, c'est beau. Il y a des films qui sont magnifiques. Et celui-ci en fait partie. J'ai hâte de découvrir le cinéma muet avec toi, parce que j'ai jamais vu un film muet. Eh ben, on va t'en montrer, il y en a qui sont magnifiques. Je pense notamment au film de Friedrich Murnau, je pense aux films de Fritz Lang, qui sont à tomber par terre visuellement. Il y a toujours des trucs, c'est beau. Les films de Chaplin aussi sont super beaux. On pourra parler peut-être de City Light, qui est un film qui est sorti après l'apparition du son. Et Chaplin a montré que, en faisant du muet, regardez les beaux films que je peux quand même faire. Et c'est un film qui te tire les larmes, tellement il est visuellement beau. Et l'histoire qu'elle raconte, malgré justement l'absence d'audio, ça fracasse tout. C'est beau. On en parlera plus tard des films muets. On va voir si tu arrives à me tirer des larmes en muet. On verra. Mais en tout cas, La lettre inachevée fait partie de ces films qui sont beaux. Attends, franchement, je savais pas que tu pouvais faire ça avec du noir et blanc. Ouais. C'est exceptionnel, quoi. C'est magnifique. Presque, tu te dis, t'as oublié qu'il n'y a pas de couleur, tellement c'est beau, quoi. Et surtout, t'as l'impression que chaque image, c'est un tableau. C'est un tableau qui bouge. Chaque mouvement, même. Ouais. Alors, on va rentrer dans le film à un moment donné. Oui, mais sûr. déjà, pour parler du début, justement, on va suivre 4 persos qui partent pour une expédition. On va l'apprendre un peu plus tard. Ils cherchent du diamant. C'est ça. Et d'abord, on les voit. Il y a un hélicoptère qui les quitte. C'est ça. Donc, on a toute la première scène où on est au-dessus des nuages et tout. C'est magnifique. Donc, l'hélicoptère les quitte. Donc, on voit pas l'hélicoptère, mais on est dans l'hélicoptère. Et ensuite, ils vont traverser une rivière. On dirait presque un marais, mais c'est une rivière.
Ouais. et ils vont passer entre des arbustes, voilà, un peu de végétation. Mhm. Et déjà, rien que cette scène, je l'ai remise direct. J'ai fait, c'est pas possible ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. Ouais. Genre, la caméra, donc elle suit, c'est une chorégraphie de Ouais. malade. Elle suit les persos. Ouais. Elle passe devant eux. Eux, ils passent derrière la caméra. Ils repassent devant. Pendant ce temps-là, le caméraman, il doit passer entre les arbustes et ne Ouais. pas se faire voir. Je Mhm. sais même pas comment ils ont fait. Après- Et ça, c'est après- la première scène. Oui, tout à fait. Voilà. J'étais subjugué. Ce qui est assez dingue aussi, c'est qu'on est sur un format 4 tiers. On est sur un ratio d'image qui est du 1,37. D'accord. C'est du 4 tiers. On est quasiment sur un format carré. Ce qui est fou, c'est que, alors, il y a des plans où tu vois la nature pleinement sur toute l'image. Donc, tu vois l'immensité de cette contrée sibérienne. La plupart du temps, justement, comme on a un format carré, on a des gros plans qui sont faits sur les personnages. Oui. Et de manière générale, dans tout le film, il y a toujours énormément de choses à l'intérieur de l'image. Il y a toujours les personnages qui sont toujours rapprochés. Les 4 persos, ils sont toujours Très les uns à rapproché. côté. C'est ce que j'ai noté ça. Il y a vraiment une proximité entre eux à Tout le tout temps. moment. C'est ça. Même si en permanence, il y a la nature qui est au milieu d'eux. Ouais. Cette première scène en est le parfait témoignage. Tu vois les mecs, ils sont à chaque fois, t'as la tête qui est quasiment collée C'est sur la incroyable. caméra avec des branches qui leur passent quand même devant. Mm. Comme tu dis, c'est presque chorégraphié. Je suis d'accord avec toi. C'est ça qui est quand même assez magique dans le film. C'est que c'est toujours, visuellement, c'est le bordel. Ouais. Entre les persos, les trucs qui te passent devant, tout ça, mais ça reste lisible. Ouais. Et tu ne peux pas t'empêcher de confondre l'être humain dans la nature. Il est toujours au milieu de la nature et tu as Ouais. toujours l'impression que la nature, elle est autour de lui, même si tu la vois quasiment pas. Il y a toujours un truc qui passe devant qui fait que. On en reparlera un peu Et plus au tard de fil ça. du film, Ouais. tu sens qu'ils sont de plus en plus confinés dans la nature. Ils sont Ouais. plus dedans. Quoi. Au C'est ça. début, c'est très large. Tu les vois de loin et tout. Et à la fin, plus ça avance, plus t'es avec eux, dedans, coincé. Quoi. Ouais, alors il y a aussi des plans, ça dépend, Oui, c'est un peu un y en a accordéon. d'autres plans, Voilà. mais t'as l'impression qu'au fil du temps, t'es Mhm. de plus en plus avec eux Oui. à l'intérieur. Quoi. Mais bon, je Oui. dis ça, mais en même temps, cette scène, elle est Dès très le début, rapprochée. on est ouais, déjà c'est vrai. au milieu de l'expédition. Tu C'est vrai. fais partie tu fais corps avec eux. Quoi. Tu Ouais. es dans l'expédition. Alors, on au va même pas titre. rester sur cette scène Non, bien sûr que non. éternellement, Non. mais vraiment, quand j'ai vu ça, Ouais. j'ai vu, oh putain, je me suis dit, mais comment ils ont fait ça? C'est magnifique. Quoi. Ouais. Et pourtant, ça c'est rien, il marche pendant 2 minutes et Il y a rien du tout. il se passe pas grand chose. Non, que dalle. Et moi, même ce qui est assez drôle, c'est que tu as presque l'impression, dans certains plans en tout cas, Ouais, qu'ils tournent en rond presque. ouais. Tu te dis, voilà, ils sont déjà peut-être Ouais, passés c'est 2-3 ça. fois devant, mais ça marche, l'illusion, elle est, Ouais, il y, l'illusion, en elle a est un géniale. il y en a un qui se met plus loin, après il revient vers lui. En fait, ils font un bordel, Ouais. mais ça marche tellement bien. J'ai l'impression que c'est vraiment de la composition. Quoi, Oui. tu vois, c'est-à-dire que c'est réfléchi. Toi, tu t'éloignes un peu, toi, tu reviens. C'est une danse, quoi. C'est C'est ça. une danse. Et pour généraliser, je trouve que tous les mouvements dans ce film, alors il y a des plans fixes qui Oui. sont super beaux, on y reviendra aussi, Oui. mais les mouvements, c'est de l'art, quoi. Mhm. C'est l'art du mouvement. Quoi. Oui. Et c'est magnifique, magnifique. J'en ai des frissons dans le cou tellement j'étais happé par le truc. Et ça, c'est suivi par une scène où ils rattrapent, donc ils arrivent sur leur petit canoë là. Oui. Et là, t'as un plan fixe cette fois-ci qui est tout aussi beau, quoi. Et ils s'éloignent et ça dure, je sais pas, une vingtaine de secondes. Mais t'as la montagne au loin, t'as le reflet du soleil sur la rivière. Et tout ça, ça te dit, putain, t'as pas besoin de couleur Non. pour qu'en fait ça pète. Tu vois. Alors, même pour aller plus loin, parce que justement, le film ayant été tourné dans la totalité dans ce paysage complètement désertique, Ouais. il y avait très peu de moyens, il y avait très peu de matériel, pardon, au niveau de la production. Il y avait des caméramans, ils avaient Ouais. des caméras, ils avaient un petit peu de matos, mais il y a quasiment pas de lumière artificielle. Quasiment la totalité du film C'est a vrai été fait C'est en encore lumière plus- naturelle. C'est encore plus fou. Ben, ça se voit surtout à certains passages. Tu vois, de temps en temps, quand les personnages se rapprochent de la caméra, ils sont très très sombres. Alors, tu as Ouais. des passages où tu vois que c'est volontaire, tu as quasiment que des silhouettes Ouais. sur un paysage très 2D presque. Tu as Ouais. l'impression que c'est un parallaxe où eux, ils sont au milieu, ça bouge en travelling léger, c'est face à tomber par terre. Alors, tu en parles maintenant, alors Oui. parlons-en. Ok. Pour moi, j'avais l'impression de regarder Limbo. Quoi. Ben, alors, c'est fou, hein. Alors, c'est ça aussi qui est génial. Je ne sais pas jusqu'à quel point certains artistes s'inspirent de certaines œuvres. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Limbo est un jeu vidéo entièrement 2D, Ouais. tout en noir et blanc, avec beaucoup d'effets de flou, de gros contrastes. Ouais. Je Le sais. personnage principal est une silhouette. Quoi. C'est ça, le personnage Mm. principal est une silhouette. Et il avance dans un paysage Ouais. qui change. En 2D, exactement ce que tu disais. C'est quoi. ça. Le jeu est justement inspiré des films expressionnistes allemands, muets de l'époque. D'accord. Donc Fritz Lang, tout ce que j'ai cité un peu plus tôt, il s'en inspire grandement. Les mecs en Marcel. Les- non, il n'y a pas de mec en Marcel, pas du tout. Mais voilà, donc, je ne sais pas s'ils se sont inspirés de La Lettre inachevée pour faire ce film, mais il y a un peu de C'est ce que je me suis dit. Je me suis Voilà. dit, les développeurs du jeu, Oui. ils ont vu ce film.
Mais bon, peut-être C'est pas, fort c'est pas possible. le seul film qui a fait ça, hein, ça c'est clair. Non, bien sûr. Mais voilà, pour revenir sur la lumière, il y a des plans où tu le vois que, ok, là, c'est pas éclairé, parce que si justement ils avaient de la lumière artificielle, ils auraient éclairé différemment le plan. Ouais. Tu vois que les mecs, ils ont vraiment étudié l'ambiance. Mais il y a tout qui marche, il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, ça Ah passe non, pas. mais il y a tu vois. tout. Mais moi, quand je vois le film, j'imagine le chef opérateur dire, ok, on pose la caméra là et on attend que le nuage passe. Et quand le nuage passe, on filme. Ouais. J'imagine trop parce qu'il y a des moments, tu te dis, c'est pas possible. Ils ont vraiment, t'as l'impression qu'ils ont peint les nuages dans le ciel en disant, ok, ça va être beau comme ça. J'aimerais beaucoup savoir à quel point c'était minutieux chaque plan. C'est une bonne question. Ouais. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que justement, comme il y avait très peu de moyens techniques sur place, je pense aussi que c'est à force de marcher, crapahuter dans la montagne et à travers la Sibérie totale, ils ne devaient pas avoir 150 000 kilos de matos sur eux. Déjà qu'à l'époque, les caméras étaient très lourdes, Mm. il y avait tout un tas de trucs à prendre, les trépieds, etc. Ouais. Ils ont utilisé les moyens du bord pour justement faire de la technique. C'est-à-dire, il y a un plan, à un moment donné, ça se voit, on a l'impression que la caméra, elle est embarquée via une grue, ça passe au-dessus d'un arbre. Ouais. Et c'est justement la scène du tout début, je crois. En tout Ouais. cas, c'est une scène avec le canot où ça passe derrière un arbre et après, on les voit qui avancent. C'est beau, c'est fluide, c'est calé. T'as l'impression qu'ils avaient une grue. J'ai lu dans un article qu'en fait, non, ils ont pris des bouts de bois, ils ont pris des cordes et ils ont fait, avec un système D, Ok. une grue Ok. avec les moyens qu'ils avaient autour d'eux, c'est-à-dire des arbres, des branches, et voilà quoi. C'était les MacGyver du cinéma. Mais c'est fou, Non, c'est c'est dingue. fou de voir un travail aussi beau avec si peu de moyens sur un film qui date de 1960, Ah, c'est dingue. alors que tu te dis qu'aujourd'hui on fait des films. Je dis pas qu'aujourd'hui les films sont moins beaux, Non. mais quand tu vois toute la technique qu'il y a Ouais. derrière, les retouches d'images, la CGI, des équipes d'infographistes à tour de Et là, dans tous les là, ça sens. te dit, t'as pas besoin de ça, en fait. Ouais, exactement. Mais bon, après, tu fais un type de film comme ça. Je veux Oui. dire, tout le monde n'a pas envie de faire un film visuellement pareil à celui-là. Ah non, bien sûr, mais Mm. là on touche à quelque chose de sublime. Ouais, c'est sublime. Ouais. C'est sublime. Je te remercie déjà pour ce film, c'était formidable. Bon, en tout cas, on va essayer d'avancer un petit peu plus parce que Ouais. depuis tout à l'heure on parle. Donc j'ai parlé un peu du début de l'histoire. Donc c'est Ouais. une expédition, ils viennent chercher du diamant. Tout à fait. Pour des raisons bizarres, non? Pas tout à fait. En Il- fait, tu comprends que la mère patrie, Ouais. justement, leur a confié cette mission, justement, pour enrichir le pays, pour que le diamant, tu le vois. Il y a une histoire de propagande en dessous. Alors oui, c'est en plus un film de commande. C'est un film qui a été commandé directement par l'URSS. Ouais. Donc il y a un petit peu de ça. On le retrouve à plusieurs moments d'ailleurs. Tu, ce tu côté un peu sens qu'ils sont propagande. un peu. J'ai l'impression que. Alors je n'ai pas lavé du cerveau, tu vois, Ouais, mais tu as l'impression qu'ils sont là en train de dire oui, c'est pour la révolution industrielle C'est ça. soviétique et C'est tout. ça. Et tu te dis, en fait, c'est quoi ce but, quoi? Tu te dis, tu as l'impression que ils se battent même pas pour eux, Non. tu vois, et qu'en plus, c'était que des pions, quoi, les mecs. c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Alors on comprend dans le film que a priori il y a eu plusieurs expéditions, puisque Sergueï, Oui. justement, Tous donc, les ans, j'ai l'impression. je ne sais pas s'il y a effectivement une donnée temporelle à ce niveau-là, mais Sergueï Stepanovitch, qui est le guide de cette expédition, Mhm. lui, il explique que justement, c'est sa 10e expédition et qu'à chaque fois, il n'y a jamais rien qui a été Ouais. prouvé. Et qu'en fait, il y a eu des recherches et des résultats qui sont tombés en disant que la Sibérie ressemblerait, géologiquement parlant, à l'Afrique. Et Ouais. que donc, au niveau des ressources, elle serait tout aussi riche. Mais apparemment, Sergueï, lui, il n'est pas de cet avis. Il dit, bah, non, les expéditions qu'on a fait n'ont rien montré. Celle-ci n'amènera rien non plus. Mais on le fait parce que c'est justement la patrie qui nous envoie ici pour trouver des diamants. Ouais. Il y a un moment donné où je me suis dit, en fait, il n'y a jamais eu de diamant. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de diamant. Ils sont envoyés là pour C'est je vrai. ne sais quoi. On peut le penser. On saura vite que c'était faux. Que c'était faux. Donc l'expédition commence, on est en été, et ils arrivent là où ils vont fouiller en premier lieu, et on voit Constantin, donc le personnage principal du film, qui écrit à sa compagne. Donc c'est la fameuse lettre inachevée. Pendant qu'il lui écrit, on la envoie off, qui récite ce qu'il est en train d'écrire dans la lettre. Donc on apprend qu'il voulait lui envoyer la lettre juste avant l'expédition, qu'il n'a pas pu, et donc il va continuer à lui écrire tant qu'il est en train de faire ses recherches, et que la lettre va être très longue. Et il nous présente à ce moment-là les personnages et aussi leur but. Donc c'est là qu'on apprend que les diamants ils vont changer leur vie et permettre la révolution industrielle, tout ça. Donc les recherches commencent, on suit un peu ces 4 personnages. Donc on a 2 géologues, Mhm. Tania et Andrei, Andrei. qui sont mariés et femmes. Alors, il ne s'est pas précisé qu'ils sont mari et femme. En tout cas, c'est un couple. Ouais, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, C'est ça. on l'apprend. Et on a Sergueï qui est donc... c'est pas le chef de l'expédition, Non. c'est le guide. C'est le guide. Le chef de l'expédition, c'est Constantin. Voilà, tout à fait. Sergueï, on apprend dans le film que c'est quelqu'un qui a été au front.
Parce qu'à un moment donné, il parle de la guerre, en tout cas, il y fait référence en disant qu'il a connu que ça, finalement, lui, la guerre et les expéditions. Donc, on comprend que c'est un personnage qui est solitaire Ouais. et un peu. On va pas dire une brute, mais ouais, c'est un. Un bonhomme. Voilà, c'est le mot, c'est un bonhomme, c'est ça. Et on va vite comprendre qu'il tombe amoureux de Tanya. Ouais, en tout cas, il est attiré par la seule femme de l'expédition. Oui. Et donc, on a un triangle amoureux qui se met en place. Ouais. Rapidement, dès le début de l'expédition, on arrive à un passage où, justement, on parlait en plus de cadrage proche de tous les personnages. On a une image où on est à l'intérieur d'une tente, où on voit donc que c'est le premier point dans lequel vont commencer à faire les recherches nos quatre expéditeurs. Et dans un moment où tout va très bien, ils sont euphoriques justement sur la mission qui leur a été confiée. Ils boivent un peu de vodka, ou en tout cas L'eau de vie. voilà, leur eau de vie à eux, en disant on garde le reste de la bouteille pour la fin de l'expédition quand on aura trouvé des diamants. Donc on voit 4 personnages qui sont motivés. On a 4 personnages qui se disent on va contacter Moscou, on va faire un point, et après, à partir de demain, on va attaquer les recherches. Ouais. Donc à ce moment-là, tout va très bien dans le groupe. Et on voit que le plus enthousiaste, c'est Constantin. Constantin, Il parle à la radio et il leur dit on est plein d'espoir, plein de motivation. Il galvanise un peu tout le monde. Exactement. Tout le monde est content d'être là. Ouais. Et juste après cette scène, on arrive sur un moment où justement l'ambiance va commencer un petit peu à changer. À un moment donné, il y a de la pluie abondante. Ils sont sous leur canoë, Tanya et Andrei. Ils commencent à danser, en train de parler de Moscou et de ce qu'ils vont faire quand ils vont repartir et tout ça. Et pendant qu'ils dansent dans l'eau, Andrei trouve un papier dans l'eau. Il reconnaît l'écriture de Sergueï et il parle d'un amour inavoué. Et Sergueï revient vers lui arrache le papier des mains et lui demande s'il l'a lu. Je crois qu'il dit non à ce moment-là. Non, il dit oui. Non, il dit oui, exactement. Parce qu'après, il va reposer la question. Exactement. Et l'histoire s'arrête là, sur le coup. Plus ou moins, en fait, Andrei, quand il trouve la lettre, il la lit à voix haute, avec Tanya à côté. Et Tanya, elle, par contre, comprend de qui il s'agit dans la lettre. Elle se retourne, elle a l'air très embarrassée. Elle est embarrassée et Sergueï, à un moment donné, se montre un peu plus rude quand il pose la question à Andrei en disant « Est-ce que tu l'as lu ?» Il lui dit c'est pas mon écriture, c'est pas moi qui l'ai écrite. Andrei lui tient tête en lui disant si, je reconnais ton écriture. Et l'autre dit non, et puis de toute façon, ça te regarde pas. Et puis cette lettre, je sais pas ce que c'est. Il la prend, il la jette et il s'en va. Donc après ce passage de la lettre où effectivement on a 3 personnages qui sont un peu en désaccord, on va dire ça comme ça pour l'instant, on arrive sur quelques plans de l'expédition où en fait on s'aperçoit que l'expédition n'est pas fructueuse. Ouais. Pour l'instant, ils trouvent rien. Et ensuite, on a Sergueï et Andrei qui partent à la chasse ensemble. Exactement. D'ailleurs, dans cette scène, quand ça commence, tu vois que Sergueï, c'est l'homme, parce que c'est lui qui chasse. Et Andrei, tu vois qu'il est tout fou, quoi. Mais encore une fois, tu as cette idée de proximité. Ouais. Il va chercher l'oiseau qu'il vient d'abattre. Après, il revient vers lui, il se colle à lui, comme ça, il regarde au loin pour regarder s'il y a d'autres oiseaux. J'adore ces mouvements qu'il y a de proximité, d'éloignement et tout. Justement, quand il revient vers lui, tu vois que Sergueï, il le regarde un peu autrement et que lui veut réaborder le sujet de la lettre. Ouais. Donc, il est venu s'expliquer comme un homme, apparemment. Il lui repose la question s'il a lu la lettre. Andrei lui dit que oui, et il devient carrément agressif, quoi. Alors que, d'après moi, il n'est pas censé savoir que c'est de Tanya que ça parle. Oui. Et il va commencer à lui mettre des claques, lui mettre des patates. Mm-hmm. Et à ce moment-là, il va se relever, Andrei. Il lui dit « Je suis pas bête, je sais de qui il s'agit. » Et en se retournant, il dit « La personne dont tu parles, je pense qu'elle aimerait pas voir ce côté-là de toi. » Ouais. Donc sans lui dire qu'il a compris que c'était Tanya. Mais tu vois que Andrei, il a du répondant, quoi. Malgré ses airs de scientifique, géologue tout penaud, là, il encaisse bien et il a l'air bien dans ses bottes. Il n'est pas effrayé, quoi, non, par ce Sergueï. C'est intéressant, du coup, de voir... on a rapidement des profils de personnages qui apparaissent. On voit qu'effectivement, Sergueï, c'est tu l'as dit, c'est le bonhomme. Mm-hmm. Il est fort, il est peut-être un peu brut de décoffrage, rustre peut-être pas, mais voilà, c'est un mec qui part au quart de tour. Ouais. L'autre, c'est un intellectuel, sous ses airs effectivement frêles, lui c'est la tête, l'autre c'est les muscles. Et on a à côté un personnage, Tanya, qui est, alors ça on le voit pas dans cette scène, mais effectivement dans la scène d'avant, justement, quand on parle de la lettre, on a un personnage qui, elle a compris qu'on parlait d'elle, elle a compris que Sergueï, du coup, avait un peu des
Ouais. une attirance. Elle a vu pour elle. son regard. Voilà, c'est ça. Et on voit que c'est un personnage sensible. Ouais. Donc on a déjà 3 profils qui se démarquent très rapidement dans le film. Pour l'instant, Constantin, on n'a pas vraiment encore d'image de lui. On voit Ouais. qu'il écrit à sa femme. C'est ça. On voit que c'est quelqu'un qui est impliqué dans sa mission, qui est investi. Mais pour l'instant, on n'arrive pas encore à déceler sa véritable personnalité à ce Ouais. gars-là. Et là, donc, ils vont carrément y passer tout l'été, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, ils vont décider même de prolonger les recherches. Les recherches, normalement, doivent se terminer. Ils doivent retrouver l'hélicoptère là où ils ont été déposés. Mais ils décident de continuer. D'aller un petit peu plus loin, Voilà. de continuer à avancer, parce que justement, pour l'instant, Walou, Voilà. il n'y a rien. Et commence une scène de ouf Ouais, où on les voit justement s'acharner au travail, quoi. oui. Donc, t'as la musique qui donne le rythme avec les coups de pioche. On a même la caméra qui suit les coups de pioche à un moment donné. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Puis on entend Constantin qui continue à parler à Vera, quoi, en voix off. Mhm. Encore l'apparition des flammes. Et là, t'as vraiment une musique quasi militaire, quoi. Avec un plan, je l'adore. Ils sont sur le flanc de la colline et t'as la caméra qui fait un genre de travelling et ils sont tous en silhouette. Ouais. Il y en a un qui est en train de taper à la pioche, et t'as Tania qui est en train de tirer des sacs, et après, il y en a à chaque fois, celui qui est derrière, il passe devant sur le plan, et ça continue le travelling. Je trouve que c'est magnifique, quoi. Là, justement, en plus, on a vraiment une image, alors image pas que visuelle, mais on a Mhm. l'image symbolique Ouais. de justement la patrie soviétique telle qu'on peut l'imaginer. Ouais. Vraiment ce symbole du corps au travail. Le travailleur. Voilà, mais le corps magnifié en plus. Ouais. Bon, Sergueï, le mec, c'est une caisse, quoi. Le mec, C'est c'est une clair. armoire. Le mec, à chaque fois qu'il met un coup de pioche, c'est bon, quoi. Il a la sueur qui perle sur ses bras. Il y a des gros plans de son corps. Carrément. Voilà, t'as vraiment l'image de l'homme travailleur, comme tu as dit, Ouais. qui se défonce sur le boulot. Voilà, là, t'as vraiment une image pure de propagande. Il manquait plus que quelques C'est gros clair. titres et c'était une affiche de l'époque, quoi. C'est clair. On a vraiment un travail de l'image à ce niveau-là qui est efficace et qui va dans ce sens-là. Ouais, mais ça va plus loin un peu parce que ça va vers la folie, quoi. Ah oui, Vers la carrément. frénésie et la folie, quoi. T'as l'aliénation du travail à ce Ouais. niveau-là. Pour en plus quelque chose où, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a On toujours sait rien. même pas si du diamant ils vont trouver, si du diamant il y en a sur ces terres. Il y a toujours rien et on entend Constantin qui continue à parler à travers cette lettre. Ouais. Et qui parle justement de sa culpabilité envers les autres, de les avoir amenés là. Et tout ça, c'est après cette scène-là. Mhm. Donc, on comprend qu'ils se sont acharnés pendant des semaines, quoi. Voire même des mois, puisqu'on a déjà Ouais. passé toute une saison. Et on le voit marcher sur des rochers et t'as l'impression vraiment qu'il est devenu barjot, quoi. Mhm. Mais il culpabilise en même temps. Il dit, il parle d'instinct. Ouais. Il dit l'instinct, c'est croire que quelque chose est vrai sans le savoir. Sauf que moi, je le crois et je le sais en même temps, quoi, en parlant des diamants et de leur présence là où ils sont, quoi. Et tu le vois qui s'écroule sur les rochers complètement à bout, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant dans cette scène. Je sais plus si c'est exactement à ce moment, mais pendant qu'il doute, Mhm. parce que pour l'instant leur mission c'est un véritable échec. Lui en plus voilà, il a cette culpabilité de dire j'ai trimballé avec moi 3 autres gars, pour l'instant ça le fait pas. Mais il y a aussi les remords par rapport à la nation qui l'attend derrière. Ouais. Il dit un truc à un moment donné qui est ma vie ne m'appartient pas. On voit que lui il est investi par une mission. La nation derrière lui a dit il faut que tu trouves des diamants, c'est ton objectif, peu importe ce que tu vas endurer, peu importe ce qui va arriver, il faut trouver les diamants. Ok. Et donc, tu penses que contrairement aux autres, c'est le seul truc qui le fait avancer et que c'est pas quelque chose de personnel? Alors ça, on le verra peut-être un peu plus tard. Il y a une partie effectivement personnelle. Le mec, il est investi par une mission, il va y arriver. Ouais, mais c'est pas pour lui. Non, c'est pour les autres. On va pas dire que les autres, les 3 personnages qui l'accompagnent, on va pas dire qu'ils n'ont pas non plus derrière cette motivation avec eux. Mais Ah. lui, c'est vraiment celui qui chapeaute l'expédition, c'est le cas. Mais tu as vraiment l'impression que lui, c'est le bon soldat. Tu penses que c'est lui qui a la plus grande notion de sacrifice? Non, justement, et ça on le verra plus tard. Ok. Mais ça, c'est un truc intéressant par rapport aux autres personnages. On disait tout à l'heure que lui, il n'avait pas véritablement de personnalité. On a l'impression que justement, tout ça, il a laissé de côté quand il est parti. Sa vie à lui, elle est restée avec Vera. Ah Maintenant, c'est le soldat qui avance. Pas le soldat dans le sens militaire, celui qui obéit aux ordres. Ok. Et on est vraiment dans une image de propagande soviétique. C'est Ouais. pas vraiment le mot, mais voilà. C'est Tu laisses derrière qui tu es, c'est ça. tu te donnes à la nation. T'as pas d'identité, tu es le pion. Et la seule façon de se rattacher, c'est dans l'écriture, pour lui. Par rapport à sa femme, effectivement. Mais là, pour l'instant, on a un personnage qui est dévasté, parce que justement, là, il remplit pas le contrat. Ouais, vraiment, il est dans la culpabilité, quoi. C'est ça.
Et ensuite, on arrive à une autre belle scène, Mhm. dans une tranchée. Oui. On a Sergueï qui tape avec son pilon de façon très cadencée, Ouais. pendant que Tania est en train de scruter la terre sur le côté de la tranchée, avec sa loupe. Et on n'a que le bruit du pilon. À ce moment-là, il n'y a pas de musique, que le bruit du pilon. Sergueï s'arrête de taper pour regarder Tania, et pourtant, on entend encore le bruit du pilon qui continue, comme si c'était un battement de cœur, quoi. C'est ça. Et franchement, c'est trop bon, quoi. C'est trop fort. C'est exactement ça. Leur labeur rythme leur vie. Ouais. Et même, comme on l'a dit sur la scène d'avant, c'est souligné par la musique aussi. Comme tu dis, ça rythme vraiment leur vie. Ouais. Et Tania, elle lui rend son regard. Encore une fois, on a des plans très rapprochés, quoi. On est dans leur gueule, quoi. Et il tente une approche. Mhm. Et Tania, on semble déceler de la peur, quoi. Ou, en Carrément. tout cas, du rejet, quoi. Carrément, parce que même la manière dont il avance, Ouais. c'est presque menaçant. Mm. Au final, il va rien se passer. Il devient Sergueï- bestial. Ouais, mais c'est exactement ça. Au final, il se passe. Peut-être, parce que au final, pas vraiment. Elle recule. Mhm. Et lui ne continue pas, quoi. Non, parce qu'elle lui dit à un moment donné, Mm. elle lui dit un truc du style Sergueï, vous emportez. Mm. Elle le retient par rapport aux mots. Et c'est là que le mec, il tique. Il dit voilà, je vais trop loin. Ouais. Et donc, il lui dit un truc en. Je sais plus exactement ce qu'il lui dit. Et puis, il se retourne et il sort de cette tranchée. Et à ce moment-là, Tania commence à pleurer. Oui. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc... elle est amoureuse, mais elle peut pas l'avouer. Enfin, c'est ce que je me suis dit, en tout cas. Je me suis dit que c'était par rapport à cette relation qu'elle a avec lui. Et que t'as pensé quoi, toi? Ah, moi, c'est tout l'inverse. Moi, je me suis dit, là, il y a tout qui lâche parce qu'elle a tellement eu peur, justement, que le mec lui saute dessus, que là, c'est... Ok, c'est le corps, il en peut plus. Moi, depuis le début, j'avais l'impression qu'elle se mettait une barrière par rapport à Andrei. Ouais. Et que là, elle avait encore du mal à dire non à Sergueï. D'accord. Ah non, moi, pas du tout. En plus, tu te dis aussi que l'accumulation d'échecs, parce que bon, il y a énormément d'ellipses de temps pendant tous ces passages qu'on a cités, où tu vois que le temps a passé, tu vois la barbe de chaque homme qui a poussé, les cheveux aussi un petit peu, leurs habits qui sont complètement délabrés. Donc tu te dis, ok, la fatigue physique, la fatigue morale, les échecs, plus ce petit truc qui vient de se passer. Moi, je me suis dit, ok, c'est l'épuisement, quoi. Ouais, voilà. Et puis même elle a eu peur, et donc là, il y a vraiment tout qui lâche, tout qui part. Ouais, tout à fait. Ça. Ouais. Alors qu'en fait, elle a vu un petit bout de diamant dans la terre qu'elle a dans la main. Victoire, ils ont trouvé. Donc elle commence à pleurer. Andrei la rejoint. Mm-hmm. Il voit qu'elle pleure. Il vient pour la consoler. Il lui demande ce qui va pas. Et en fait, elle ouvre la main et il trouve le diamant. Et là, c'est l'euphorie totale. Ils sortent de la tranchée et ils traversent toute la forêt pour aller rejoindre les autres. Ouais. Ce plan, il est dingue. Dans cette scène incroyable. Ouais. Là où on avait beaucoup de noir, c'est vrai, sur la scène où il y a l'acharnement du travail et tout ça, là, à ce moment-là, on est dans du blanc, quoi. C'est ça. Du blanc. Et du tout léger, il y a des feuilles partout. Ouais. Ça passe à travers la caméra, eux, ils courent à travers les arbres. Même la caméra, elle est enchantée, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ça part dans tous les sens. La musique qui suit très très bien avec. Il y a des rires. La délivrance. T'as des passages, t'as des cuts entre le visage de Tania à travers les arbres, le visage d'Andrei à travers les arbres, eux qui courent. C'est assez fou comme scène. Et ça... T'as une libération à ce moment-là. Tu te dis, putain, ils ont trouvé... donc, c'était pas une illusion. Ouais. Après quoi, on retourne dans la tente, où ils finissent enfin leur bouteille d'eau de vie. Tous les quatre sont super contents, super heureux. Donc là, on a vraiment retrouvé une osmose avec les personnages. Ouais. Tu vois que la source de leur problème, c'était, comme tu as dit tout à l'heure, l'épuisement total, quoi. La frustration, tout ça. Ouais. Donc, ils sont en train de boire tous ensemble. Sergueï, il va sortir de la tente, suivi de près par Constantin. Et donc, dans la tente, il ne reste plus que Tania et Andrei qui, justement, doivent contacter Moscou. Ouais. Et à ce moment-là, Andrei met la radio sur on, on va dire, et il y a de la musique qui passe. Et donc, on a les deux personnages qui finissent la bouteille tous les deux. Donc, on a les deux amoureux qui sont heureux et tout va très bien. D'ailleurs, c'est le premier moment où tu sens l'amour qu'elle a pour lui. Mais c'est le cas. Ouais, tu trouves? Ouais. Parce qu'il y a ce moment où ils dansent ensemble. D'ailleurs, il y a des mots bizarres, je trouve, dans cette danse. C'est la danse dans la pluie, où lui il est là en train de me dire et moi tu m'aimes, et elle a dit moi j'aime la danse, j'aime Moscou, j'aime la ville, j'aime tout ça. Mais elle ne le dit pas. Elle ne lui dit pas. Non. Et c'est là où je me suis dit il y a un truc avec Sergueï, c'est quelque chose de plus fort que ça me paraît. C'est ambigu, c'est ambigu ce passage-là. Effectivement, on a Andrei qui est amoureux, il le dit tout le temps. C'est vrai que Tania, elle est sur la retenue, en tout cas elle ne le lui dit pas. Je sais pas s'il y a de l'attirance pour Sergueï ou non, mais effectivement elle... C'est quand même important qu'elle lui dise pas. Non, elle lui dit pas. Pourtant après tu le ressens vraiment, quoi. Et on le ressent, ouais, et même plus encore. Ouais. Un peu plus tard, Sergueï va parler à Tania. Oui. Il va la remercier
quand même pour les sentiments qu'elle lui a fait éprouver, malgré le manque de réciprocité. Exactement. Et c'est intéressant parce que là, tu vois que on a deux personnages qui se réconcilient d'une certaine manière, même si en fait, entre eux, il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a rien eu. Peut-être, à un moment donné, il y aurait pu, ça peut être presque vrillé. Mais tu as presque l'impression, dans ces excuses-là, que Sergueï aussi fait comprendre à Tania qu'il est allé trop loin avec Andrei. Tu comprends que lui, plus ou moins, s'excuse de manière générale. Elle lui répond pas trop. Hein. Non, mais lui, tu sens que c'est un mec, il s'est libéré d'un poids, un poids qui était peut-être lourd à porter depuis justement la confrontation avec Andrei. Et effectivement, il la remercie de ce qu'elle a pu lui apporter. Ouais. Et d'ailleurs, sur cette conversation, je trouve que le plan, il est super beau. T'as le bateau en contrebas, ils sont en train de balancer des sacs dedans, à la perfection, d'ailleurs. Les charges, nickel. Le mec qui jette, je sais pas combien de fois ils ont refait cette scène. Il fait des 3 points non-stop. Parfait, quoi. Et même elle, à la fin, elle jette le dernier sac dans le bateau. Et c'est bon, ça marche. Et elle s'en va. Et là, dans le film, tout part en couille. C'est la deuxième partie du film, et c'est la plus... Alors, je m'y attendais pas, là. Mais c'est fou, hein. Ouais, c'est dingue. C'est complètement fou. On va en parler. Okay. Vas-y, je t'en prie. Donc, ils se réveillent en panique. Oui. Ils ouvrent la tente et là, il y a le feu partout. Mais un incendie de ouf. De ouf. Franchement... L'incendie sibérienne. Quoi. Ah ouais, mais alors pour tous les amoureux de la nature, tous les écologistes qui nous écoutent, regardez pas ce film. Ouais. Parce que je sais pas combien d'hectares de forêt a brûlé pendant le tournage. Mais c'est hallucinant. Ça brûle vraiment, quoi. Ah ouais, ça brûle. Ah, c'est pas du faux, hein, c'est du vrai feu. Non, mais quand ils sont arrivés et qu'ils ont dit voilà ce qu'on va faire, on va brûler la forêt et on va filmer à l'intérieur. Et il va y avoir 4 acteurs à l'intérieur. Plus l'équipe technique. Il n'y a pas quelqu'un qui leur a dit c'est chaud. Peut-être on devrait faire autre chose. Une petite histoire d'amour tranquille. Un mec avec un Marcel dans une. Tu vois bon, mais ouais, ils l'ont fait. Ouais. Donc le feu ravage la forêt, ils se réveillent en panique, ils commencent à dire voilà, prenez ce qui est important et on commence à filer quoi. Et on a Sergueï qui veut absolument aller chercher les bateaux. Oui, parce que les bateaux entre-temps sont partis. Enfin, on comprend que l'incendie a été déclaré, les bateaux, il y en a un qui est plus là et grosse panique parce qu'il y a tous les vivres à l'intérieur. Yes. Et donc il part vers les bateaux et grosso modo un gros arbre va lui tomber dessus et c'est la fin de Sergueï. Il va mourir sur le coup. C'est ça. Devant les yeux de tout le monde. Et là, on a 3 cuts avec 3 gros plans face caméra complètement... abasourdis. Ouais, c'est même pas le mot. Ils sont vraiment choqués. Ouais. C'est ça aussi qui est bien fait. C'est qu'on a Sergueï qui part, on voit une grosse branche qui tombe pleine de feu et on a les 3 visages. Ouais. Donc même nous, on comprend ce qui s'est passé sans avoir vu un corps par terre ou un corps qui flotte. Voilà, il n'y a pas besoin. L'expression des visages nous a fait comprendre la situation qui est catastrophique. Ouais. On a le guide qui n'est plus là. Donc là, les 3, ils sont mal. C'est ça. Et ensuite, on commence la traversée du feu, quoi. Ouais. Pendant des jours. Alors à l'image, ça dure longtemps. Ouais. Je sais pas combien de minutes, j'ai pas chronométré. Une quinzaine, je dirais. Mais ouais, c'est long. C'est long et c'est éprouvant. C'est éprouvant pour eux. La première fois que je l'ai vu, le film, j'ai dit mais à quel moment il y en a pas un qui s'est brûlé? Ouais. Il y a un plan où à un moment donné, il y a Tania qui est accoudée à un tronc d'arbre, mais il y a le feu sur l'arbre. Ouais. C'est fou. Tu te dis, ils ont dû brûler. Hein. Ah, mais c'est obligé. Puis en plus, la chaleur qu'il devait y avoir là-dedans, je sais même pas comment ils ont fait au niveau des équipes techniques, entre le feu devant, derrière, sur tous les côtés. Et puis visuellement, c'est comment dire, mais putain, visuellement, c'est beau. Ouais. C'est beau. C'est magnifique. Il y a des passages, c'est dingue. Les protagonistes, on les voit toujours très proches à ce moment-là. Tout le temps. C'est la continuité de la fratrie qu'ils ont développée, quoi. C'est ça. Et pendant cette échappée, justement, à travers les flammes, on a Andrei qui trébuche et qui se plaint. Enfin, il se fait mal, en tout cas à la jambe. Pour l'instant, ok, il s'est fait une entorse ou on ne sait pas trop. On verra un peu plus tard que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, on a un moment où Andrei tombe en disant « Ah, ma jambe !» Yes. À ce moment-là, la radio va arrêter de fonctionner. Ils vont recevoir, mais pas pouvoir émettre. C'est ça. Là aussi, gros moment de panique. Et c'est en plus, ce qui est intéressant, c'est que pendant le moment où ils essaient de contacter Moscou, justement, avec Constantin donc, qui trimballe cette énorme radio sur son dos, et Andrei qui essaye de communiquer, on a des remerciements d'une personne à l'autre bout de la ligne qui dit « Oui, la patrie vous remercie, vous avez accompli votre mission, on vous félicite. » Je sais plus qui répond en disant « Oui. » T'as pas l'impression qu'ils parlent comme s'ils étaient déjà morts? T'as l'impression que genre c'est pour se donner bonne conscience de leur côté Alors oui et non, parce qu'en plus ils disent on va essayer de vous recontacter toutes les 6 heures jusqu'à essayer de vous avoir. Et puis en fait on comprend aussi au fur et à mesure de ces échanges qui n'en sont pas, c'est juste dans un seul sens, quoi. On comprend qu'à un moment donné il dit bon on n'a pas de nouvelles de votre part, peut-être que c'est plus compliqué, rendez-vous à tel point.
Sergueï connaît le chemin. Ouais. Donc là, déjà, c'est mal barré. Ouais, parce qu'en plus, à ce moment-là, il y a l'euphorie parce qu'ils disent on va vous envoyer des engins. Il y a tout le monde qui fait ouais, super et tout. On est Et sauvé. là, ils vont dire c'est bon, Sergueï, il sait où il faut aller. Et là, Et c'est là, mal il y a barré. la retombée, quoi. Et après, derrière, ils disent on va essayer de vous recontacter. Au début, c'est toutes les 6 heures, après, c'est toutes les 4 heures, après, c'est toutes les 2 heures. Donc, on voit quand même derrière cette radio. Oui, ils font pas rien. Ouais. Voilà. Ils sont pas juste en train de dire félicitations, c'est super cool, les gars, génial. Il y a quand même derrière le fait de dire ok, on n'a pas de réponse, peut-être que c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Donc, on va essayer de les retrouver, on va essayer de mettre en place un protocole pour qu'on puisse les récupérer. Ouais. Donc, on a quand même derrière la patrie qui prend soin de ces sujets, de ces pions, malheureusement. On va pas dire les pions. On peut le dire. Ouais, ok, d'accord, de leurs outils. Mais c'est ça aussi qui est bien dans le film. Malgré toute cette image de propagande qu'on a au travers des images, au travers des discours, en fait, la patrie, elle est toujours très loin. Et on ne la voit jamais, finalement. C'est ça. Alors, je ne sais pas, puisque c'est un film de commande, je ne sais pas jusqu'à quel point il y a la volonté de suivre une idée qui va dans le sens, justement, de la patrie soviétique, ou, justement, un truc qui va à contresens. Alors, j'ai vu que le réalisateur, oui, donc Mikhail Kalatozov, il a été censuré pendant 7 ans de sa carrière par le gouvernement soviétique pour cause de négativisme. Donc, je pense pas que là, dans ce film-là, il est en train de bâcher l'Union soviétique. Non? Ou tu penses qu'il a recommencé, il a recontinué sur sa lancée? C'était avant? C'était avant, ouais. C'était au tout début de sa carrière. Je ne sais pas. Quand on abordera la fin du film, on va en parler. Mais il y a quand même l'Union soviétique est derrière eux, effectivement. Ils leur parlent, ils vont leur apporter du secours, même s'ils ne sont jamais physiquement là et au final, ils ne sont pas présents pendant tout le film. Même l'expédition qu'ils envoient, c'est de la merde. Ben après, le truc, il est là, c'est qu'ils envoient 4 mecs. Ouais. C'est 4 mecs dans des dans des dizaines de milliers d'hectares. Ouais. Et ça sert à rien. Ben en fait, c'est ça tout le truc, c'est que à quoi bon envoyer des expéditions lourdes si on ne sait pas ce qu'il y a derrière? Ils envoient des petites expéditions, on apprend que c'est la 10e, donc effectivement, il y a peut-être eu des premières expéditions qui étaient plus chargées. Peut-être que les dernières, on dit bon, ben, on envoie encore 2 jeunes géologues accompagnés de 2 autres gars. Ouais, voilà, mais c'est peine perdue, quoi. En tout cas, le début du film nous le présente de cette manière. Et en fait, tout le truc, c'est ça, c'est que ce qu'ils trouvent, c'est pas une mine de diamants, ils en trouvent un. Ouais. Et après, ils mettent des points en disant bon, voilà, on a quadrillé la zone, voilà, on cartographie l'espace en disant c'est plus ou moins vers là qu'on a trouvé des trucs. Mais effectivement, tu as l'impression de dire bon, c'est une utopie cette mission. Ouais. Et donc, on a l'abandon de la radio. Oui. On a le coup de la pluie salvatrice. Oui. Enfin, ils peuvent boire un coup et peut-être que le feu s'éteindra. Non. Va pas s'éteindre. Il est beaucoup moins présent parce que voilà la pluie qui tombe aussi. Hein. C'est pas une petite pluie de chez nous, quoi. Ah non, c'est un truc de malade. Il pleut bien, quoi. Les mecs, ils sont rincés pendant tout le plan, pendant toute la scène et pendant toutes les scènes de pluie, justement. Ouais. Et on revient dans le schéma où, quand les conditions deviennent meilleures, tout d'un coup, ils se regroupent, encore une fois. On voit Tania et Andrei qui vient la faire boire dans ses mains. On voit un rapprochement tout de suite des personnages. Ouais. C'est vrai. Et malheureusement, parce qu'après, effectivement, ce rassemblement, ce moment où on se dit, bon, finalement, le plus dur est passé, et ben non, Andrei va de plus en plus mal, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand ils sont en train de marcher dans la boue, me semble-t-il, dans un espèce de grand marécage, ben Andrei tombe, et en fait, il a la jambe complètement niquée, quoi. Ouais. Et les 2 autres vont commencer à le porter. C'est ça. Sur une civière de fortune. Et là, ça va commencer à être très dur. Ouais, là, commence l'épopée du désespoir. C'est exactement le mot. C'est le désespoir. De toute façon, tu vois à partir de ce moment-là que, ok, ça va mal finir. Ouais. Là, il porte, il tombe, il le tire sur la civière. D'ailleurs, très beau plan, encore une fois. Ouais. Là, c'est vraiment là où ça m'a fait penser à Limbo le plus. En silhouette, ouais. Ouais, en silhouette. Ils sont en train de le tirer. Derrière, il y a une lumière qui est grise. C'est même pas blanc, c'est gris, c'est brumeux, c'est nuageux. Il y a un rayon de lumière qui passe. T'avais souvent le ciel blanc, les montagnes très grises et le premier plan extrêmement sombre, très très noir. Ou alors t'avais le soleil derrière. Des fois, ils étaient vraiment juste devant le soleil. Et puis c'est pareil, t'as des moments où t'as des plans très éloignés, donc on les voit vraiment en silhouette tout petit. Puis il y a des moments où ils sont extrêmement proches. Tu te dis même c'est surréaliste. Il y a des passages, il y a des plans où c'est tellement proche du visage. On a dit le mot tout à l'heure, c'est une peinture. Il y a des moments où tu n'arrives même plus à voir que c'est un film, quoi. Et tout ça, des fois, c'est je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais des fois, c'est des plans séquences, quoi. Alors, c'est
C'est vraiment, enfin, c'est des scènes longues, quoi. C'est des scènes longues, Ouais. effectivement. C'est pas des scènes extrêmement coupées, non, ça prend son temps. Mais Ouais. aussi, ça te montre l'épreuve, Mm. la difficulté d'avancer justement dans cette Sibérie qui Ouais. est hostile et qui est... Ah ouais, elle est toute puissante. Ouais. Et face à eux, ils sont microscopiques et ils n'y arrivent pas, quoi. Ouais. Pendant ce moment, justement, de traîner, on a une voix off de Constantin qui parle et qui dit qu'il est épuisé, Mm. que lui, en tant qu'homme, c'est dur pour lui, qu'il voit Tania, qui fait que tomber d'ailleurs en disant la pauvre, pour elle, ça doit vraiment être extrêmement compliqué. Il dit justement qu'elle ne le montre pas, Ouais. mais qu'il voit qu'elle a énormément de souffrance par rapport à ça. Et il finit en disant mais je pense que celui qui souffre le plus et celui pour lequel Oui. l'épreuve est la plus dure, C'est Andrei. Voilà. Et là, on a un gros plan de Andrei qui est les yeux complètement hagards, dans le vide. Il dit que ça doit être pire pour paisible. lui de se faire porter par C'est sa ça. femme, quoi. Ouais. Dans ce moment où on voit le décor derrière lui qui bouge, lui, il est complètement immobile, il est Mm. fixe sur le plan. Ça aussi, c'est une belle image. Le mec, il est toujours vivant, il n'est pas mort, mais tu commences à dire, ok, le mec, c'est son dernier voyage, quoi. Après, Ouais. derrière, ça sera fini. Bah, ça va bientôt se finir. Ouais. Ils vont camper Mhm. et Andrei il va faire un dernier discours à sa femme, Oui. qui à ce moment-là semble vraiment l'aimer éperdument, quoi. Mhm. Et ils vont s'endormir et Andrei va s'échapper. Dans son discours, il dit c'est une question d'arithmétique. Et si vous êtes 2 sans quelqu'un à porter, c'est juste beaucoup plus facile que si je suis là. Donc il y a C'est une ça. notion de sacrifice. C'est exactement ça. Et donc, le matin, Constantin et Tania vont se réveiller devant l'absence d'Andrei, Mhm. qui sera échappé. Je trouve que c'est une des plus belles scènes du film. Je l'adore, cette scène. Constantin, il trouve le papier où Andrei explique qu'il va partir, quoi. Mhm. Et Constantin, il va le tendre à Tania à ce moment-là. Et Tania, elle va même pas regarder le papier, elle va continuer à regarder Constantin. Et elle a ses cheveux devant les yeux. On voit même pas ses yeux, mais pourtant on voit tout ce qui se passe dans son regard. On a la caméra qui se rapproche d'elle au maximum. Et c'est juste trop fort, quoi. Tu vois. Cette actrice, vraiment, elle est ultra photogénique. Ouais. À chaque fois qu'on la voit, du début à la fin, elle est magnifique. Elle est Vraiment, magnifique, en ouais. plus, elle est toujours filmée en gros plan, comme Ouais. tous les autres d'ailleurs, hein. Ils passent tous bien l'image, mais alors elle, je sais pas, il y a un truc. Ouais. Il y a un truc Le terrible. noir et blanc lui va si bien. Ah ouais, puis même elle a ses cheveux, t'as toujours les cheveux qui passent devant, les intempéries, le vent, tout ça, mais elle est nature en plus, elle est pas Ouais. maquillée ni rien, mais elle est... Puis c'est pas, t'as une notion de force, tu sais, quand tu Ouais. la vois. Il y a tout. Tu le vois qu'elle est assez sensible. Tu vois Sensible. que c'est Ouais. une femme quand même qui pioche aussi toute Ouais. la journée comme les autres. Elle Non, a une force incroyable, quoi. ouais, elle est superbe. Ouais. Elle le joue super bien. Et là, il y a tout, pareil, encore une fois, il y a tout qui lâche chez elle. Mm. Elle commence à courir dans tous les sens et à appeler Andrei en criant, Mm. suivi derrière de très très près par Constantin qui fait exactement pareil. Ouais. Et on va voir cette recherche des deux personnages par rapport à Andrei qui va se dérouler de jour, de nuit. À un moment donné, ils ont justement des torches dans les mains, ils continuent à avancer dans les marécages, toujours en criant. Ouais. Ça dure un bon moment, Mm. C'est jusqu'à... incroyable, hein, les cris et tout. Ah ouais. C'est Ça tellement gueule, bien. hein. Est-ce que tout a été enregistré en studio au niveau des sons? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce qu'on dirait du studio, mais Je pense c'est qu'il y a une- magnifique quand Je même. pense qu'il y a une grosse partie qui a été redoublée, parce qu'à un moment donné, tu peux pas filmer Ah non, tu peux avec un son aussi limpide Ouais. quand tu as un vent qui souffle C'est clair. dans tous avec les le sens. feu, avec Ouais, tu peux tout. pas. Ça s'entend un peu que c'est du studio, mais vraiment, ils ont fait ce que tu peux faire de mieux, je trouve, Mhm. à ce niveau-là, quoi. Quand elle crie Andrei, t'as des échos qui sont tellement forts, quoi. C'est ça. Est-ce que t'as une explication technique pour le moment où elle crie je t'aime, et elle regarde la caméra pleine face? Parce que c'est le seul moment où je crois qu'il y a Constantin à la fin qui regarde la caméra aussi. Non, je crois pas qu'il regarde Constantin à la caméra. Non. Non. Mais à ce moment-là, vraiment, elle regarde dans la caméra, quoi. Oui, elle nous regarde la nous, caméra. quoi. C'est ça. Ouais. C'est quelque chose qui exprime quelque chose de particulier ou c'est juste pour faire pense le que c'est- gros plan sur son Oui, c'est visage, le gros plan sur son visage sur et c'est le sur seul sa moment. peine. Ouais. Et tu l'as dit en plus, c'est le seul moment où elle dit je t'aime à André. ouais. Elle lui dit de revenir parce qu'elle l'aime. Donc en plus, elle le dit 2-3 fois. Elle le crie à ce moment-là, quoi. Ouais. Non, je pense surtout que c'est un moment pour de faire la transition entre le moment où justement il le cherche, Mhm. il le trouve pas. Elle crie justement son amour à son amant disparu. Ouais. Et puis après, cut, et on va embrayer sur un nouveau moment. Donc, juste pour le redire, cette scène, elle est magnifique. Du Oui. moment où il lui tend le papier et qu'il y a ce zoom sur elle et toutes les recherches et tout ça, les échos, les cris, j'avais des frissons, quoi. C'était magnifique. Le son dans le film, il accompagne énormément l'image. Il est incroyable. Ouais.
incroyable. Il est tout aussi bien travaillé que l'image. C'est Ouais. assez subtil par moment. C'est pas de la grosse musique qui tape dans tous les sens. Justement, quand il travaille, c'est beaucoup de bruit. Tu l'as dit en plus, militaire, des bruits de percussion. Il n'y a pas véritablement de musique mélodieuse. C'est plus, on va parler de sound design, c'est pas vraiment trop le terme. Mais voilà, on a une ambiance musicale qui est présente du début à la fin. Et ouais, il y a certains passages, celui-ci en l'occurrence. Mais qui traduit très bien ce qu'on voit à l'écran, quoi. Ah ouais, il y a tous les sentiments. Tu comprends le désespoir, tu comprends la fatigue, tu comprends Mais c'est l'amour. bien, j'aime bien ce choix de pas avoir fait au niveau de la musique, de pas avoir fait dans le mélodrame. Mhm. Tu vois, je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est resté quand même dans le thème justement soviétique. Peut-être que je me trompe Non, dans c'est ce vrai, que je dis, mais c'est brut. Mais Ouais. très militaire, quoi. ouais, La seule chanson mélodieuse qu'on entend, c'est celle qu'on entend à la radio quand Oui, c'est vrai. Andrei et Tania écoutent ensemble. c'est vrai. C'est vraiment une musique. Après cette scène, on a Tania et Constantin qui continuent leur Leur périple, ouais, et ils loupant encore un avion, oui. encore un. Oui, parce qu'à un moment donné, effectivement, on entend Ouais. un avion qui passe au-dessus d'eux. Et là, par contre, ils sont dans un espace bien dégagé, et Tania, elle va tirer leur dernier coup de fusil. C'est ça. Constantin essaye de la rattraper Ouais. pour l'en empêcher. Et au moment où le coup de feu part, Ouais. l'avion est parti depuis bien longtemps. Il dit c'était notre dernière cartouche. Et là, il fait une pirouette sur lui-même, il tombe tête en avant dans l'eau, là. C'est ça. Là, on a vraiment un Constantin qui est complètement Ah bon épuisé. Voilà. Ah, il en peut plus. Autant on a vu Andrei qui a flanché, autant on a vu Tania aussi à un moment donné qui était paniquée. Là, c'est lui qui lâche prise. Ouais. Voilà. Là, je pense qu'ils regrettent tous les coups qu'ils ont tirés en l'air quand ils ont trouvé les diamants, quoi. On en reparlera de cette scène parce qu'on n'en a pas parlé plus C'est tôt, vrai. mais on en reparlera à la fin. J'aurai un petit truc à dire par rapport à ça. Très bien. Et donc, les conditions, elles sont de plus en plus effroyables. Le vent devient constant et le froid arrive. Oui. Winter is coming. On voit dans une scène qui est particulière, donc Constantin, il est complètement rincé. On les voit tous les deux en aplat, on va dire. C'est très 2D à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Avec un arrière-plan, on a l'impression que c'est que du fake. D'ailleurs, on a Constantin qui est allongé, on a Tania qui essaye de lui réchauffer les pieds. En essayant de lui pratiquer un massage, elle lui souffle un petit peu dessus. Ouais. On comprend pas trop ce qui se passe à ce moment-là, et on voit qu'effectivement, elle lui met une espèce d'énorme sac de couchage dans une fourrure autour de lui. Donc on comprend que voilà, lui, il est fatigué, il n'en peut plus. Ouais. Ils vont donc se coucher. On comprend cette scène Elle va pour se mettre dans le sien de sac de couchage, et au final, elle change d'avis. Elle se met avec lui dans pour le se sien. réchauffer Ouais. davantage, parce Forcément. que là, vu le froid, elle se met à trembler dans tous les sens. On voit qu'il y a du vent qui souffle de partout. Et effectivement, il se recouvre avec cet énorme drap de fourrure. Et là, on a un plan très très serré sur leurs deux visages, avec Tania qui dit à Constantin, tu es épuisé et il faut que tu arrêtes de réfléchir, ça te fatigue encore plus. Ouais. Et là, on a Constantin qui fait non, réfléchir, ça fatigue pas. Et justement, ça Il y a peut des être- pensées qui galvanisent. Exactement. Et donc, on a un personnage qui est toujours en train de réfléchir. Quelqu'un qui, en tout cas, ne perd pas espoir. On voit qu'il est dans ses pensées. Peut-être qu'il pense à sa femme, peut-être qu'il pense à la mission, peut-être qu'il pense à leur survie. Mais voilà, il est toujours en train de, quelque part, se raccrocher à un truc. Il n'est pas en train de s'apitoyer sur son sort à lui. Et là, on a effectivement Tania qui recouvre leur tête de cette énorme couverture. Avant ça, il dit, la phrase qu'il dit, c'est non à la faiblesse, non à la timidité, non au désespoir, oui à notre foi débordante. C'est ça. Ensemble, ils disent da. À ce moment-là, Constantin, il va dire à Tania, il va la faire sourire en lui disant qu'elle va devenir une pionnière de l'URSS. Et elle regarde le ciel et elle sourit en se rappelant du souvenir que c'était ce qu'elle a voulu toute sa vie. Enfin, c'est ce que j'ai compris, moi, sur le moment. Oui, c'est vrai. Puis en plus, c'est un passage qui fait écho justement au carton d'ouverture, dont on n'a pas parlé d'ailleurs. Le film s'ouvre sur un texte qui dédie ce film aux pionniers soviétiques. Alors, c'est les pionniers de la nature, je ne sais plus le terme exact, et les pionniers de l'espace, puisqu'il y avait déjà les expéditions dans l'espace à cette époque-là qui a été engagée. Ouais. Et effectivement, un an plus tard, en 61, Yuri Gagarin sera le premier homme à se balader de là-haut, quoi. Et justement, elle regarde le ciel à ce moment-là. Ouais. C'est une belle coïncidence. Jusqu'à ce qu'elle ferme le drap et ils s'endorment pour la nuit. C'est ça. Ou pour l'hiver. Et là, justement, Réveil dans la neige. il y a de la neige partout. Incroyable. Le décor, il est immaculé de blanc, à perte de vue. Et on voit un petit mouvement sous un talus de neige. Et hop là, la couverture qui s'ouvre. Et on a les deux têtes de nos bonhommes qui sortent.
Et ils se Ils sont bien plus forts que moi, parce que moi je serais mort depuis longtemps. Là. Ah non, mais là, tu te réveilles Tu déjà. dors même pas là-dedans. Ah, mais t'as rien du tout. Il fait combien? Il fait moins 1000. C'est moins clair. 1000 degrés Mais tu sais Celsius. que moi, il y a des scènes, je les regardais, j'avais mal pour eux, quoi. C'est ça, c'est Quand tu éprouvant. vois leurs mains dans la neige, ça arrivera plus ça, tard, c'est un mais truc de fou. la main dans la glace, Ah ouais, et dans ça, la c'est fou. neige, et dit quand ils tombent, oh là là, c'était terrible, quoi. Ça, c'est fou. Ce passage, il est fou complet. Ouais. Donc, réveil dans la neige, et là, à ce moment-là, donc ils vont continuer leur épopée. Mhm. Dans des plans toujours aussi beaux. On a un plan hyper large avec genre les 3/4 du bas de l'écran, c'est la neige. Ouais. Et après, on les toutes petites silhouettes qui Dans le tiers supérieur. Ouais, qui marchent sur l'horizon. Oui. On arrive au moment où ils vont se perdre tous les deux. Oui. Donc c'est le blizzard, hein. C'est Ça souffle, il y a du Ouais. vent, c'est blanc, on voit rien, on n'arrive même plus à faire la distinction entre le premier plan, l'arrière-plan, les montagnes, le ciel. C'est ça. C'est que du blanc. Ouais. Bon, alors on suit Constantin, la caméra qui bouge dans tous les sens. Ils sont juste à côté l'un l'autre. Ouais. Et là, tout d'un coup, on la voit plus. Et lui non plus, il la retrouve plus. Et il la cherche pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il tombe sur elle. Ouais. Elle est jonchée sur le sol, Mhm. congelée. Ah ouais, là, le visage qui est, Ah ouais, complètement dans la neige. qui est glacé. C'est à ce moment-là que j'avais mal pour elle. Là, Ah oui, là, ouais. Ouais. Et il va la porter Mhm. pendant un certain temps jusqu'à comprendre qu'elle est C'est- morte, quoi. Voilà. Mm. Qu'il n'y a plus rien à sauver d'elle. Il y a un gros plan sur son visage Mhm. avec la musique que je ne saurais décrire. Pareil, le visage, il est ultra photogénique. Ouais, même Ouais. dans la mort. C'est super beau. Ouais, c'est très super beau. beau. Et donc, on a Constantin qui est solo boy. Ils ont vraiment tout enduré, quoi. Mhm. La chaleur de l'été au début, le travail acharné, le feu gigantesque, la marche infinie, la fatigue et le blizzard, quoi. Là, ils se sont chopés tous les éléments dans la gueule, quoi. C'est ça. Donc pure solitude pour Constantin. La silhouette, elle est seule dans l'énormité de la nature. Et il n'a plus rien à quoi s'accrocher, quoi. Il est tout seul. D'ailleurs, c'est un truc, je me suis posé la question à un moment donné, étant donné qu'ils avaient plus de cartouches, qu'ils avaient plus de fusils, qu'ils avaient plus de radio, qu'ils avaient plus de vivres, qu'ils avaient plus rien. Ouais, parce que tu les vois pendant tout le chemin, ils lâchent un sac après l'autre. Ouais, au fur et à mesure, et voilà, tout à fait, ils ont de Pendant moins en moins de trucs. continue ta pensée. Mais ce qui est assez fou, c'est de se dire, bon, les ellipses temporelles, on n'arrive même plus à savoir combien de jours, combien de semaines se sont déroulées, combien de mois depuis le début de la marche. Ouais. Et entre les passages, justement, la perte d'André, la perte de Tania, et le moment où, justement, Constantin continue à avancer tout seul, combien de temps il s'est passé? On ne sait pas. Constantin, on ne sait pas ce qu'il a bouffé jusqu'à présent. Le mec, il est encore debout. Le mec, chapeau, quoi. Ouais. C'est le mec, le mec, je sais pas comment il a fait. Ah, pour, tous, ça, même les trois, quoi. Non, d'accord, mais bon, il y en a Ouais. quand même deux qui sont partis plus tôt. Lui, il continue jusqu'au bout, mais comment il s'est nourri? Il n'y a C'est plus clair. rien, il n'y a rien à chasser, il n'y a rien à cueillir. Ouais. Petit point Balèze. d'interrogation. L'histoire ne nous le dit pas, mais en tout cas, voilà. Ouais, le mec, il est c'est le balèze. survivant, quoi. Il est balèze. Il c'est est tout. trop fort. Ouais. Et donc, il va trouver le fleuve. Il entend le fleuve, exact. Ouais. On va dire une échappatoire. Ouais. Il va fabriquer le pire radeau du monde. Ouais. C'est-à-dire, on va pas dire un, mais deux. Deux grandes branches, juste collées les unes aux autres. Avec du feu dessus. Voilà, il allume un feu Ouais. pour se réchauffer un minimum, on va dire. Bon, la Donc corde, il a c'est tout pareil. perdu sauf le briquet. Le Non, briquet, il l'a ça, gardé. effectivement. Non, il sait faire du feu, quoi. C'est le mec qui sait tout faire. Oui, quoi. pardon. Il sait faire du feu. Et il sait faire flotter le feu et tout. Et voilà, C'est ouais, incroyable. à un moment donné, sur deux morceaux de bois, ça tient, quoi. Ouais. Et Bon, il s'allonge plus ou moins de tout son. comme il peut. Voilà, c'est ça. Il y a un bras dans l'eau, une jambe à moitié aussi, un pied à moitié dans la flotte. Ouais. On précise, comme tu as pu le dire tout à l'heure, que c'est pas de l'eau bien, quoi. C'est de l'eau, il y a de la glace partout dessus, quoi. Moi, le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu ce passage-là, Ouais. alors peut-être que je me suis sorti du film à ce moment-là, le temps d'un instant, mais le premier truc que je me suis dit, c'est putain, le mec, il a vraiment été Ouais. dans la flotte, quoi. C'est clair. L'acteur a vraiment été dans cette Il eau. a fait ça. Ouais, il Mais a je fait me ça. suis souvent dit ça pendant tout le film. Ouais, mais Putain, alors là, tu l'as dit tout à l'heure avec le feu. Je Ouais. me suis dit la même chose dans la neige, dans le blizzard là. oh, mais alors là, Là, c'est fou. Là dans l'eau. Là, le mec, c'est bon, quoi. Parce qu'en plus, dans l'eau, il y reste, quoi. Il y a des plans Ouais. où tu vois que ça dure un petit moment, et quand tu vois passer son espèce de radeau de fortune d'un bout à l'autre de l'écran, ça prend un certain temps. Il a sa main qui est dans l'eau. Ouais. Tu dis, mais la main, quand il a sorti, c'était un glaçon, il n'y avait plus rien. Ouais. C'est assez fou. C'est assez fou. Ouais, Les plans, alors pour le coup, les plans sont un peu moins esthétiques à ce Tu moment-là. Ouais, je trouve que le passage de la rivière, ben justement, il y a beaucoup de choses à l'image. C'est plus ensoleillé, c'est plus visible quoi. ouais, puis c'est T'es surtout sorti un peu de ce truc contraste noir-blanc. c'est ça. En fait, il y a alors encore une fois, hein, on a tellement pris de claques pendant tout le film. C'est Ouais. le passage où de ce moment-là jusqu'à la fin du film, j'ai moins eu l'impression d'avoir des plans avec un gars qui s'est dit on va poser la caméra là et on va faire telle et telle image. On va Ouais. travailler l'image comme ça. Il y a un peu moins de composition. Mais je trouve que tu reviens
à la base où tu vois l'immensité de la... Bon, tu la vois pendant tout C'est le vrai, film, mais pendant tu le vois film. l'immensité de la nature. Ouais. Tu sais, il descend à un moment donné le fleuve et t'as des grandes falaises Mhm. en face de lui et tout. C'est ça. C'est quand même esthétiquement pas mal. Enfin, c'est la nature pure et il n'y a Oui. plus besoin d'artifice peut-être visuel pour montrer l'immensité et la beauté de la nature. On est tout à fait d'accord. Par contre, et je pense que c'est aussi pour cette raison-là qu'il n'y a pas eu de travail esthétique plus poussé, parce que Ouais. justement, il y a des effets de style. Pendant justement la descente de la rivière de Constantin, on a Constantin qui est, alors on va dire, entre la vie et la mort à ce moment-là, hein, et on le voit qui parle à Vera, donc Ouais. qui parle à sa femme lui apparaît à côté de lui, dans justement des jeux d'incrustation, Ouais. où là, on n'a plus du tout le feu qui est incrusté au premier plan, Ouais. on a des espèces de paillettes qui illuminent cette rivière, qui illuminent les deux personnages qui se parlent. T'as l'impression d'être dans un rêve. T'as l'impression qu'il est en train d'y passer, quoi. Il se tape des alus avant la mort. Quoi. C'est exactement ça. Ouais. Et on voit que, justement, Vera lui dit ce que tu as accompli, c'est quelque chose d'incroyable. Grâce à tes recherches, grâce à vos découvertes, la patrie, elle va pouvoir construire des usines, C'est là où faire je de me suis dit l'exploitation de qu'il est terre. quand même un peu lavé du cerveau, quoi. Lui, Ouais. mais complètement. Ouais. Enfin, à un moment donné, c'est un peu le seul personnage qui est dans cette condition-là. T'as l'impression Ouais. que lui a peut-être plus à prouver aux autres. Il n'est pas sur une quête personnelle. T'as l'impression qu'il fait ça pour quelque chose de plus grand que lui et qu'il comprend pas vraiment, en fait. Je sais pas s'il le comprend pas, mais c'est exactement ça. Il le fait pas pour lui. Alors peut-être qu'il le fait pour lui, mais il y a derrière beaucoup plus. Ouais. Tu vois, derrière lui, il y a tout un pays, quoi. Il y a pas ce sentiment d'amour et de je sais pas, de proximité avec les trois autres. Il est Non. toujours très détaché. Ouais. D'ailleurs, c'est celui qu'on l'on voit le moins au début pendant, Ouais, c'est vrai. pendant les recherches. À l'exception du plan justement où il se balade dans les rochers, où là on voit que le mec il se remet en question et qui a ce poids de la culpabilité, il est tout seul. Ouais. Mais effectivement, à chaque fois, soit on le voit en train d'écrire à sa femme, soit à chaque fois on le voit qui parle aux trois en disant je vais communiquer avec Moscou, je vais écrire à ma femme, je vais faire ci, je vais faire ça. Il est jamais avec eux tout le temps. Ouais. Il n'y a qu'à la fin, justement, où... Ouais, où on le suit vraiment, quoi. Donc, il se tape des alus et il voit même... des grosses usines. Ouais, des machines industrielles de qui fou, exploitent quoi. la Terre à Ouais. Etavera en disant que voilà, grâce à vous, on parlera encore de Sergueï, on parlera encore d'Andrei, on parlera de Tania. Vous avez tellement fait pour nous, c'est une réussite. Donc ouais, Il se donne sa raison d'avoir fait tout ça. c'est exactement ça. Il a accompli quelque chose et c'est aussi pour lui le truc de dire il faut que je survive Ouais. parce qu'avec lui, il a la carte. La fameuse carte qu'ils ont. C'est tout ce qu'il a. C'est le seul truc qui lui Ça, les reste. briquets. C'est ça. Faut pas qu'il les associe. C'est le seul truc qui lui reste, c'est justement, on a trouvé le gisement, Ouais. on sait qu'il y a des diamants à cet endroit-là, il faut que je l'amène parce que c'était ma mission, et c'est le seul truc qui le tient en vie, quoi. C'est ça. Et donc, ouais, dans un moment d'euphorie, de rêverie, de tout ce que l'on veut, c'est ce qui contrebalance justement tout le travail esthétique de la première et de la deuxième partie du film. Là, Mhm. on a juste un effet de style, Ouais. d'incrustation d'images, voilà. Mais après, pendant tout le reste de la descente de la rivière, il n'y a pas Ouais, un non, c'est travail plus poussé que ça, C'est vrai. d'esthétique. Mais aussi, tu as un travail sur le son aussi, Oui. qui est incroyable. Mhm. Parce que quand il commence à parler à Vera, tout ça, en fait, il chuchote. Oui. Et il s'entend en écho très très fort. Et Ouais. ça fait un effet incroyable, quoi. Mhm. Ouais, c'est fou. Et donc, au bout du compte, après avoir vu tout ça, son radeau, il accoste un bout de glace. Il tente désespérément de ramer un peu avec sa main. Justement, c'est là où tu vois sa main. Il essaye encore, il a encore un peu de force pour essayer de ramer. Il n'y arrive pas. Un certain temps se passe parce qu'on voit carrément que le radeau qu'il a fait, c'est devenu de la glace de partout et qu'en fait, il est carrément rattaché à la terre. Et comme au début, un hélicoptère va faire sa présence Mhm. et il va être sauvé. Oui. Et on voit même qu'au moment où le gars de l'hélicoptère, il vient checker ses signes vitaux, on le voit qui ouvre les yeux et Le film s'arrête quasiment sur cette image-là. voilà. Et On ça a- repart exactement comme c'est arrivé. Ouais, c'est ça. Dans une vue aérienne, où on s'en va de cette terre avec Constantin qui est vivant, finalement, et deux autres gars de l'hélicoptère qui sont à côté de lui Ah. en train de le Ah, réanimer, quoi. Un happy end auquel je m'attendais pas. Non, c'est vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure entre justement le film de propagande. Jusqu'à quel point le réalisateur a été obligé peut-être de faire quelque Oui. chose par rapport à ça. Ouais. Moi, c'est un peu ce que j'en retiens de ce film-là. Au final, c'est le seul survivant, parce que on l'a très bien dit pendant toute cette explication. Ouais. C'est le seul qui ne vit pas pour lui. Sa première phrase au tout début du film, quand il dit « ma vie ne m'appartient pas », c'est un personnage qui a un objectif et qui, du début à la fin, va se dépasser
pour l'accomplir. Il est habité, quoi. Pour moi, c'est comme ça que j'entrevois le film. C'est ce qui va le sauver finalement. Ouais. C'est le fait de continuer d'avancer, de continuer malgré tout ce qu'il va Parce endurer. qu'il n'est pas humain. Pas parce qu'il n'est pas humain. Il n'a pas ce côté. Il est détaché de tout ça. Okay. Finalement, le premier qui meurt, c'est Sergueï. Sergueï, lui, ce qu'il a tué finalement, c'est l'instinct de survie. C'est le fait d'aller récupérer les vivres sur le rafio. Ouais. C'est ce qui va causer sa perte. Le deuxième qui meurt, c'est le scientifique. C'est celui... Sa faiblesse. Non, pas sa faiblesse, mais c'est sa logique. C'est-à-dire, quand il parle justement à Tanya, voilà, il parle d'arithmétique en disant pour que vous puissiez continuer... Enfin, vous avez plus de chances de survivre si vous êtes que 2 que si vous me traînez moi. Ouais. Donc, logiquement, il faut que je vous abandonne pour que vous puissiez survivre. Ouais. Donc, c'est la logique qui va le perdre. La troisième qui va partir, c'est Tanya. Tanya, c'est les remords de son amour, finalement. Peut-être le fait de ne pas avoir avoué son amour, d'être peut-être tiraillé entre Sergueï et Andreï pendant tout le début du film. Tu penses que quand elle appelle son mari, entre guillemets, et qu'elle lui dit je t'aime, il y a beaucoup de culpabilité là-dedans? Il y a peut-être des regrets, peut-être le fait de ne pas l'y avoir avoué, peut-être de ne pas lui avoir dit plus tôt. Ouais, voilà, d'avoir gardé ça pour elle, ou peut-être que justement, finalement, elle savait peut-être pas trop. Ça, le film ne nous le dit pas, mais moi, c'est dans ce sens aussi que je comprends sa disparition. Ouais. C'est ça finalement qui fait qu'elle n'y arrive plus à la fin. C'est ce poids qu'elle porte de j'ai perdu l'être aimé, l'être que j'aimais également. Et Sergueï aussi, quoi. Et Sergueï aussi, peut-être. Même si, bon, c'est pas pareil, mais elle a perdu les 2 personnes auxquelles elle était vraiment liée pendant toute l'expédition. C'est ça. Même si pour moi, Sergueï ne fait pas partie de l'équation à ce moment-là. Non, d'accord. C'est vraiment Andrei et Tanya. Et au final, le dernier qui reste, voilà, c'est celui qui, dès le début du film, il a laissé chez lui sa personnalité, qui il était. Lui, voilà, et c'est pour ça qu'on scrute pas sa personnalité au début du film. Non, et à la fin, c'est le seul truc finalement qu'on voit. Même quand il pense à sa femme, c'est sa femme qui lui dit « Tu avais un devoir, tu as été investi d'une mission, et on va se souvenir de vous parce que tu vas rapporter la carte. » Le vrai pion soviétique, quoi. L'outil. Encore une fois, c'est un film de commande. Quand je pense au communisme, pour moi, c'est ça. C'est pas un individu, c'est un ensemble. C'est un système, Exactement. Et donc, à la fin... Ça prône le communisme, ce film? Parce qu'il y a cette idée d'entraide, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois, qu'en fait, l'union fait la force, bien évidemment. Tout simplement, quoi. Tout à fait. Mais justement, pour moi, pendant tout le film, il y a quand même ce truc-là. Il y a le fait d'avoir une idéologie de patrie derrière, avec encore une fois les messages radio, vous êtes la fierté de notre nation, etc., etc. Leur mission, ce qu'ils font, le fait qu'à la fin justement se rêve en disant maintenant on va pouvoir faire des usines partout, on va pouvoir créer de la technologie, on va pouvoir créer des richesses dans notre pays, on sera un pays encore plus fort grâce à vous. Mais pendant tout le film finalement, le réalisateur va nous montrer une nature qui est imposante, qui est omniprésente, c'est ce que je disais au tout début, même si on a les 4 personnages qui sont centrés dans la caméra, sur l'image en tout cas, on a toujours un petit élément de décor, un petit élément de nature qui est toujours au milieu d'eux. Ouais. Et au final, on a cette nature qui est implacable, qui est indomptable. On a des personnages qui sont des hommes, dans la première partie, qui vont, pour une mission donnée, ils vont piller la Terre, ils vont essayer de se l'approprier. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils trouvent le premier diamant, on n'en a pas parlé de cette scène vraiment, on en a vite fait allusion tout à l'heure, on a un plan où ils sont au sommet d'une montagne, il y a l'horizon derrière avec les montagnes en arrière-plan, et eux, ils ont 2 fusils, Andrei et Sergueï, ils ont des fusils dans les mains, et ils tirent pendant que justement Tanya et tout le monde crient « Hurrah, hurrah, on a trouvé, c'est génial !» Donc on a vraiment là des colonisateurs qui, c'est chez nous maintenant, c'est notre terre, ça nous appartient. Ouais. Et à partir de là, basculement, on a la nature qui va se rebeller d'une certaine manière et qui va leur montrer non les gars, vous... Mais j'ai du mal à voir le propos sous-jacent là-dedans, tu vois. De la nature, tu veux dire? Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature est plus forte que toi, tout simplement? Exactement. Et puis, elle t'appartient pas. Et puis, tu as beau faire tout ce que tu veux, que ce soit pour toi, individu, ou que ce soit pour la nation tout entière, tu es tout petit face à elle. Et puis non, la nature n'appartient à personne. Et ce qui est assez drôle, c'est que justement, pendant qu'il creuse, quand tu as parlé de tranchée tout à l'heure, quand justement Sergueï sort, c'est pas une tranchée, c'est un carré. Et en fait, c'est une tombe. Tu vois, c'est vraiment un rectangle qui est dans la terre. Tu as l'impression que les mecs, pendant leur recherche, ils vont y rester. C'est déjà annonciateur. Ils creusent leur propre tombe, les gars, quoi. La nature, pendant tout le reste du film, c'est le 5e personnage du film. Et qu'il les bastonne, quoi. Et vous avez essayé de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, vous avez essayé de me dépouiller. Bon, maintenant, je vais vous le rendre je vais vous montrer que vous n'y arriverez pas, quoi, qu'il fallait surtout pas. Ouais. Donc, par rapport à tout ça, je sais pas, en fait. Il y a quand même un petit côté, je pense que la nature, ce côté de la nature, du point de vue de la réalisation, c'est justement le contre-pied de cette image patriotique, de cette image
soviétique. C'est pas du patriotisme, Mm. c'est du communisme. Mais voilà, pour moi, c'est le petit caillou dans la chaussure, tu vois. Ouais. C'est voilà, j'ai un film de commande, je vais répondre à cette commande. Constantin, c'est le seul qui survit parce que justement, il est le soviète Tel qu'ils le veulent. tel qu'ils le veulent. Mais la nature, justement, c'est le truc qui va contrecarrer les plans Ouais. de cette idée-là. Mais du coup, quelque part, c'est aussi un peu le fait de te dire, c'est peut-être pas un bon modèle, en fait. Il y a Ouais. peut-être des choses plus simples, il y a des choses peut-être plus... C'est dur de trouver le propos du film, quand même. Ouais, c'est... Parce que quelque part, c'est aussi une histoire, quoi. Oui, Tout bien sûr. simplement, quoi. hein. Bien sûr. C'est des mecs qui se font choper par la nature, tout ça. simplement, et tu suis leur épopée dans leurs sentiments et dans leur épreuve physique et tout ça, quoi. C'est ça, tout à fait. Ouais. En tout cas, super film, quoi. Ouais. Visuellement, une claque. C'est un très... Ouais, Mais c'est une un très beau claque comme film. j'en ai pas vu, tu vois. Mhm. C'est pas, tu peux voir des films et te dire que tu t'es pris une claque visuelle, Ouais. mais tu peux les rapprocher d'autres films. Là, pour moi, c'était vraiment une claque à la Limbo, quoi. Alors, je veux pas faire ce rapprochement tout le temps, Mhm. mais ce contraste net et, comme j'ai dit au début, cette idée de mouvement chorégraphié et cette proximité variable, Mhm. bah, je trouve que c'est juste magnifique, quoi. Ouais. C'est visuellement magnifique, quoi. Ouais, Magnifique. il est vraiment très très beau. Alors moi, peut-être que pour toi, ça te fait énormément penser à Limbo, ce qui est, je te l'accorde. Attention, je suis d'accord avec ça, avec cet esprit esthétique-là. Pas tous les plans, forcément, mais... Non, bien sûr, mais en tout cas dans l'image, je peux comprendre parfaitement le parallèle. Pour moi, ce film me fait énormément penser à un autre film russe qui arrivera quelques années plus tard par un autre réalisateur que j'aime beaucoup, qui est extrêmement connu, c'est Andrei Tarkovsky. Mhm. C'est le film Stalker. Ok. Je t'invite fortement à le regarder. Je vais pas t'expliquer l'histoire du film, je te laisserai le découvrir, peut-être même qu'un jour on en parlera ici. Ouais. Mais ce qui me fait énormément penser à ce film, c'est le côté tout-puissant de l'environnement et presque mystique par moment. Alors, c'est pas trop le mot à employer pour La lettre inachevée. Pour Stalker, on est clairement dans quelque chose de mystique. On a un environnement qui est hostile, qui est interdit à l'être humain, où seuls justement quelques mecs sont capables d'y passer parce qu'ils connaissent le chemin. Ouais. J'en dirai pas plus par rapport au film. En plus de ce travail esthétique qui est fantastique, Stalker, il est beau. Il est beau différemment. C'est pas un tableau, le film, mais il y a des plans qui sont magnifiques. Et il y a énormément de dissonance entre l'image et le son. Tarkovsky a travaillé le film, justement. Il a refait des sons par rapport à l'image, donc c'est pas un truc enregistré en direct. Et justement, ça crée des moments perturbants. J'en dis pas plus, je te dis pas pourquoi, je te dis pas quoi. Mais ouais, c'est un film qui est beau, c'est un film qui mérite d'être vu, c'est un chef-d'œuvre. Et Très bien, je le regarderai. il m'a beaucoup fait penser à Stalker, par moment, voilà, D'accord. cet environnement-là. J'ai beaucoup aimé. Très bien. Deux petites anecdotes aussi que l'on peut exprimer ici. Le tournage s'est déroulé sur une année complète dans la Sibérie. Donc, ils ont fait plusieurs expéditions D'accord. justement pour pouvoir choper toutes les saisons. Donc, c'est vraiment réel ce que l'on voit. Donc, quand il y a la neige, ils sont vraiment allés tourner en hiver. Quand il y a l'été, c'était vraiment Attends, l'été. quand il y a le blizzard, ils filment dans le blizzard? Ouais. Putain, Ah non, c'est pas du studio. Hein. c'est incroyable. Il n'y a aucun plan studio. Tout est en plan réel, quoi. Les incendies, la neige, la pluie, la boue, le blizzard, tout est filmé in situ. Incroyable. Au même titre que les personnages que l'on suit pendant le film, les mecs qui se sont investis d'une mission en disant on va faire un film, on va mettre à l'image des mecs qui en ont chié. Ils en ont chié aussi, quoi. C'est une prouesse en tant que telle? De faire un film comme ça, Ouais. il y a des films où effectivement il y a des plans où les mecs ils sont allés les chercher en haut des montagnes, Ouais. dans l'eau. Mais c'est une chose, mais là, accumuler tous les éléments comme ça, c'est dingue. C'est L'idée, j'ai je- l'impression que, comme on a dit au début, j'ai l'impression que le mec, il vient avec une idée comme ça, il y a tout le monde qui le regarde en disant de quoi tu me parles, quoi. C'est aussi pour cette raison que le film il est impressionnant. Ouais, c'est aussi ouais. pour cette raison que le film marche, quoi. il a marché et Mm. il a fait autant de bruit parce que tu ne peux pas passer à côté de ce Ouais, truc tu en peux pas être disant insensible au truc, quoi. c'est exactement ça. Aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec les films et les séries d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, il y a un confort pour l'acteur, il y a un confort pour les équipes techniques. Alors je dis pas, il y a des plans qui sont juste impossibles à réaliser. Mm. Je prends un exemple tout bête, Le Mandalorian. Tu regardes Le Mandalorian, tu Ouais. peux pas aller filmer sur Mars, tu peux pas aller filmer sur des planètes inconnues. Forcément. On reste forcément sur la Terre. Et du coup, pour montrer des paysages comme ça, soit tu vas sur des terrains spécifiques, tu vas dans les Mhm. déserts. tu Ouais, vas- en Nouvelle-Zélande. Et... Ouais, voilà, tu vas en Nouvelle-Zélande quand tu veux de la faune partout, Ouais. de la flore particulière. Tu vas dans le désert. Pour l'aridité. Voilà, exactement. Mhm. Quand tu vas au Maghreb, etc. Mais pour la quasi-totalité du reste de la série, tout a été fait dans un studio, dans un espèce d'énorme dôme.
Et c'est révolutionnaire. D'ailleurs, Avatar a été aussi tourné sur ce même principe. T'es dans une espèce d'énorme dôme, on va dire, sur lesquels sont projetés tout un tas d'images que tu peux maîtriser, que tu peux contrôler. Donc tu changes en 2-3 clics sur un ordi. J'exagère, 2-3 clics, c'est pas le cas. Mais voilà, c'est en gros, ce sont des infographistes qui font les décors. Donc tu peux choisir les intempéries que tu veux, tu peux choisir le terrain que tu veux, et puis après, la lumière et tout marche en même temps. Et du coup, c'est facile de filmer des décors complètement dingues parce que tu les maîtrises du début à la fin. Ouais. Là, c'est tout l'inverse. Là, tu vas chercher le plan, tu vas chercher l'image, tu vas chercher le moment même, parce que quand tu as le nuage qui passe à tel endroit devant le soleil, c'est pas un infographiste derrière qui a pris sa tablette et qui a dessiné le nuage. Ça se traduit à l'écran, quoi. Ouais, parce exactement. que c'est du grandiose, quoi. C'est une œuvre d'art, le film. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Par rapport à ça, le film a connu une sortie en France et une sélection au Festival de Cannes en 1960. Alors c'est rigolo, pas sous le titre de La lettre inachevée, mais sous le titre La lettre qui n'a jamais été envoyée. Ouais, ça c'est le titre anglais d'ailleurs. C'est la traduction littérale du titre anglais. C'est la traduction effectivement du titre original que je suis incapable de prononcer, mais je pense qu'aussi. The letter never sent. En anglais. Ouais. Très bien. Mais alors par contre en en original, pardon. Ouais, voilà. Je sais pas du tout quoi. Ouais, non, je vais pas faire semblant. J'en ai aucune idée. Ouais. Mais ouais, donc c'est un film qui a été présenté officiellement à Cannes cette année-là. Et un dernier truc qu'on peut dire toujours par rapport au tournage, pour te montrer à quel point les mecs, on va dire le mot, ils en ont vraiment chié, quoi. J'ai dit au tout début de notre conversation qu'ils avaient très peu de matériel avec eux et que justement, ils ont fait appel à leur ingéniosité pour faire des plans, des travelling, des machins comme ça avec des bouts de bois, des cordes. Donc déjà, les mecs, c'était des couteaux suisses, en plus d'être des techniciens, donc vraiment, les gars, chapeau. Mais en plus de ça, c'était des warriors parce que, notamment pour le passage fait en hiver, l'équipe technique, donc les cadreurs, réalisateurs, les acteurs, ils ont quand même tourné par moins 40, moins 50 degrés. Ouais. C'est pour te montrer aussi l'inconfort. Encore une fois, quand tu tournes en studio, c'est cool, t'as le chauffage, quand tu fais des scènes de n'importe quoi, t'es tranquille, t'as des matelas, tout ce que tu veux. Quand tu fais maintenant des films à l'extérieur, t'as toujours des doublures, t'as des cascadeurs qui font le truc un peu chaud pour toi, t'as plein d'équipes de sécurité. On fait ça quand même dans des conditions qui sont assez safe, même si des fois c'est rude, dans la nuit, quand il fait froid et tout, c'est cool. Mais là, par moins 40, moins 50, encore une fois. Avec le feu, plus 60. Ouais, voilà, mais encore une fois, le passage où l'autre, il a la main dans l'eau, il te dit, il est allé au bout, le mec. Ouais, mais c'est plus qu'être acteur à ce moment-là. Tu te donnes au film. Ouais, c'est exactement comme il s'est donné pour l'Union soviétique. Il y a ce parallèle entre le devant la caméra et le derrière la caméra. Il y a un petit peu ça, quoi. Je pense que, au même titre que nos explorateurs ont fait ça pour leur patrie, moi j'ai vraiment l'impression que les mecs, ils ont fait ce film pour se dépasser en disant. Pour le cinéma. Ouais, pour l'art de manière générale. Dire, voilà ce qu'on peut sortir si on s'en donne les moyens. Carrément. Et ouais, c'était donc un très très beau film. Ouais, merci beaucoup. C'est une très belle conclusion. Et si tu le veux bien, la semaine prochaine, on peut revenir avec un film australien de 2018 qui s'appelle Upgrade. Ok. Dont le réalisateur est Leigh Whannell. Et on présentera tous les acteurs et tutti quanti la semaine prochaine. Ok. Ça te va ? Ça me va, parfaitement. Très bien. C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci encore une fois à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires ou un petit message à nous faire passer, n'hésitez surtout pas. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ou à l'adresse mail cinémanonyme@gmail.com et on sera toujours ravis de vous lire. Au prochain épisode, Seb nous dira ce qu'il a pensé de Upgrade et me proposera un nouveau film. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Das Vidania.